Donc bonjour à tous, bienvenue à cette conférence sur la stratégie de propriété intellectuelle. Nous avons beaucoup de chance, je trouve, ce matin, parce que le sujet est passionnant. Il est passionnant parce que, comme on le dit, il y a une étude de la Banque mondiale qui le dit, notre économie elle est essentiellement immatérielle. Donc finalement, au démarrage, peut-être vous êtes en train de créer une entreprise ou votre entreprise est jeune, comme IlShape, et ce que vous avez, c'est essentiellement des actifs incorporels, de la propriété intellectuelle. Donc c'est donc ce dont on va parler ce matin. Et puis beaucoup de chance parce que je suis très bien entourée par Sophie Braque de la Perrière et Mathilde Salavin, avocate. Donc je vais laisser se présenter. Je fais partie personnellement de l'INPI. Donc je travaille ici à Lyon dans le cadre de la délégation Auvergne-Rhône-Alpes. Et notre mission, c'est de vous accompagner, entrepreneurs, porteurs de projets innovants, pour comprendre un petit peu quels sont les outils de la propriété intellectuelle qui sont disponibles, combien ils fonctionnent, et vous orienter vers les professionnels qui peuvent vous accompagner pour mettre en place vos différentes stratégies. Donc Mathilde, Sophie, merci d'être là. Je vous laisse vous présenter à votre tour. Bonjour tout le monde, donc Sophie Braque de la Perrière, donc je suis la CEO et cofondatrice de IlShape, donc une entreprise de médecine régénérative, et on développe une solution qui est à la fois personnelle et personnalisée pour les femmes qui ont subi une mastectomie suite au cancer du sein. Je vais en dire un petit peu plus lors de la conférence, mais voilà. Mathilde Salavin, moi je suis avocate, alors j'aime à dire spécialisée en droit de l'innovation. J'ai un parcours, en fait, j'ai commencé en entreprise en tant que responsable juridique de la R&D au sein de Sanofi, puis Sanofi Pasteur, pendant 14 ans. Et ensuite, je suis devenue avocate, donc il y a 2 ans maintenant. Et depuis 2 ans, j'accompagne des projets tous plus passionnants les uns que les autres, des projets de start-up. Et puis, ces start-up grossissent et deviennent des PME et on continue à les accompagner le plus loin possible. Je suis assez spécialisée en santé, mais pas uniquement. Donc, j'accompagne tout projet innovant, aussi en clean tech, en tech, etc. Donc, ce matin, ce que l'on vous propose pour terminer cette matinée, c'est de faire dialoguer finalement le cadrage, les éléments de compréhension de la propriété intellectuelle, le conseil, avec l'expérience réelle, vécue, incarnée par Sophie, donc, qui dirige IlShape. Alors en 3 volets, le pourquoi. Pourquoi il faut que vous vous préoccupiez de la propriété intellectuelle, de celle des autres, de la vôtre peut-être aussi, évidemment. Comment ça se passe concrètement? Quels sont les outils que vous pouvez utiliser? Et puis, de manière, je dirais, pratico-pratique, par où on commence, qu'est-ce qu'on fait quand on démarre et qu'on est en mode start-up, en mode projet, comme on dit parfois, comment on utilise ces outils de manière pratique. Alors, premier volet, pour commencer, le pourquoi. Effectivement, Sophie, Mathilde, vous allez me dire si je me trompe, hein, mais on ne fait pas de la propriété intellectuelle pour de la propriété intellectuelle, pour avoir un beau tampon, un contrat signé, encadré au-dessus de son bureau. On le fait parce que le dirigeant, le chef d'entreprise a des besoins, un peu comme on a tous dans la vie, des besoins essentiels. C'est finalement un grand manager des risques. Et puis jusqu'à des besoins un peu plus, j'allais dire, de reconnaissance sur son marché, donc de prise de part de marché, de leadership. Et finalement, ces enjeux, ces besoins vont être assortis d'objectifs de propriété intellectuelle et de mise en œuvre de stratégies de propriété intellectuelle qui vont pouvoir y répondre. Alors, Sophie, est-ce qu'on peut dire que les objectifs de pays, ils varient en fonction de l'évolution du projet, de vos préoccupations, de vos enjeux, de votre contexte? Oui, du stade de développement, en effet, ça dépend des domaines. Mais on va pouvoir montrer un peu plus précisément parce que donc nous, IlShape, en fait, on est une start-up qui a été créée en janvier 2020, donc on est encore assez jeune. Et qu'est-ce qu'on fait? En fait, on développe un produit qui est une bioprothèse qui est faite à partir de matières biomimétiques naturelles qui permettent de mimer l'environnement des cellules. Et donc, cette bioprothèse, elle est imprimée donc, selon l'anatomie de la patiente et elle va permettre de former un support de régénération, une matrice poreuse qui va, grâce à cet environnement c'est la matière donc, qui est biomimétique, permettre de faire un environnement favorable aux cellules qui vont pouvoir recréer
au contact de la bioprothèse du tissu mammaire. Et donc cette bioprothèse, une fois implantée, en fait, elle permet juste aux cellules de la patiente de régénérer du tissu et elle va se résorber pour que la patiente retrouve son propre sein sans trace de la bioprothèse en quelques mois, voilà, avec une opération qui soit simple. Donc c'est ça le principe. Donc nous, on s'est créé, on est sur Lyon. Et en fait, dès le début, il y a eu des questions. Déjà, la première question, c'est, on a une belle technologie, très bien. Il y a une licence à devoir négocier avec les universités de Lyon et puis une entreprise privée. Donc il a fallu négocier cette licence. Première question. La portée de la licence, les conditions de la licence, il y a pas mal de questions qui se posent derrière. Ensuite, on a eu très rapidement une bourse. On a eu une bourse d'un institut pour un postdoc, mais qui est porté par une structure académique. Donc, au-delà de la victoire de dire on a réussi à avoir cette bourse, déjà à force de labeur, derrière, comment on met en œuvre ce contrat avec ses partenaires académiques, qu'est-ce qu'on fait des résultats du postdoc, plein de questions autour de la publication versus comment nous on veut protéger ce qui va faire partie de la propriété intellectuelle de Hillshape. Donc déjà plein de questions sur quelque chose qui était plutôt, on a une ressource supplémentaire. Mais c'est pas que ça, il y a plein de questions derrière. Ensuite, on a gagné un appel à projet, voilà, avec des partenaires académiques. Pareil, victoire. Super, mais derrière, il y a toute la question de l'accord de consortium, où il y a plein de questions qui se posent derrière. Donc en fait, toute notre vie est jonchée de victoires et puis de choses où il faut aller plus dans le détail, plus se poser les bonnes questions. Et puis surtout, évidemment, là on est en pleine levée de fonds. Vous imaginez que c'est le cœur des questions des investisseurs, c'est qu'une jeune entreprise, dans la biotech ou dans la medtech, clairement, qu'est-ce que c'est ? C'est à la fois une équipe, mais c'est surtout des brevets. Voilà. Et donc ça, c'est clé d'avoir bien négocié, formalisé tous ces aspects-là. Et donc, pour nous, l'API, c'est d'abord la nécessité d'avoir bien formalisé tout cela, tous ces sujets-là, que ce soit bien carré, donc d'avoir contractualisé notre propriété intellectuelle. Clairement, c'est toujours très important pour nous d'avoir en tête qu'on fasse une levée de fonds ou pas, qu'on soit toujours orienté investisseurs, parce que ça peut toujours arriver. Et nous, c'est clairement notre sujet actuellement, c'est de s'assurer qu'on répond aux enjeux de ces investisseurs. Et évidemment, c'est qu'on ne se perde pas non plus, on soit toujours bien en lien avec la stratégie de l'entreprise. Voilà nos objectifs. Donc je pense que comme Sophie l'a bien décrit, la propriété intellectuelle, c'est un actif incontournable d'une start-up. Sans actif de propriété intellectuelle pour une start-up innovante, la différenciation technologique ne se fera pas. Et puis la crédibilité en fait, de l'entreprise ne sera pas bonne, tout simplement, auprès des banques, auprès des investisseurs, auprès des différents partenaires qui peuvent jalonner le développement de la start-up. Donc, quand on dit renforce, je pense que c'est même encore plus fort que ça. Ça assoit la crédibilité de la société. Sans propriété intellectuelle traitée correctement, adressée correctement, il va y avoir des difficultés majeures de développement de l'entreprise et de pérennité, évidemment, de l'entreprise. Donc, comme Sophie l'évoquait, effectivement, les levées de fonds tournent autour de ces problématiques de propriété intellectuelle. Pas que, mais clairement, nous, on se rend bien compte que quand on participe à des audits, parce qu'on est souvent effectivement contacté lors d'audits par des fonds d'investissement qui veulent aller vérifier quelle est la solidité de l'entreprise, ça passe évidemment par les problématiques financières, mais pas uniquement. C'est aussi la solidité en matière de propriété intellectuelle. On va aller nous demander d'aller regarder tous les contrats portant sur la propriété intellectuelle, quels sont le contenu de ces contrats, de quelle manière est-ce qu'il faut les faire évoluer ou non, est-ce qu'ils sont suffisamment solides à la base, et s'il y a des petites choses à faire évoluer, est-ce que ce sont des choses effectivement majeures, est-ce qu'on pense qu'on va y arriver facilement ou pas, et on se rend bien compte que si on révèle que les contrats contiennent des failles, alors, qui peuvent avoir des origines variées, mais voilà, des failles de propriété intellectuelle, ça peut poser de réels problèmes aux investisseurs. C'est effectivement indispensable pour le développement à l'international parce que ces mêmes questions vont se poser auprès d'investisseurs ou de partenaires étrangers. Et il faut savoir que dans ces contrats qui tournent autour de la propriété intellectuelle, et notamment la licence dont parlait Sophie, parce que c'est évidemment le point de démarrage, la base de la start-up, c'est la licence sur la technologie qu'elle souhaite développer, il y a très souvent la possibilité de concéder des sous-licences, et en fonction évidemment de son business model de société, ça peut être très intéressant d'aller concéder ces sous-licences. Alors, à voir quel type de sous-licence, s'il y a des sous-domaines d'exploitation, ce genre de choses, mais en tout cas, ça peut constituer
trouver une source de revenus complémentaires pour la start-up qui n'est pas à négliger. Donc maintenant qu'on a vu le pourquoi, je vous propose de passer au comment. Effectivement, c'est bon, tu veux le garder du coup. Le processus d'innovation, en fait, il peut être long, il est itératif, il implique plusieurs parties prenantes. Je pense que c'est pareil, hein, on l'a déjà un petit peu dit, il y a les collaborations, les contrats, les consortiums, on y reviendra. C'est dense, et en fait, la stratégie de propriété intellectuelle, elle doit y être imbriquée finalement. Depuis la genèse du projet, où on va aller chercher des solutions techniques existantes, on va aller chercher à vérifier si on a ce qu'on appelle la liberté d'exploitation, quelle est notre marge de manœuvre par rapport à des droits de propriété intellectuelle de tiers existants, par exemple, jusqu'à le marché, la surveillance de ces produits, des activités des concurrents, et puis l'écoute des besoins des clients, où on va aussi pouvoir finalement redémarrer un cycle, là, si notre schéma tourne en boucle, avec la mise au point d'un nouveau produit qui répondrait aux nouvelles problématiques du marché. Et bien, tout au long de ce process d'innovation, on a des jalons de propriété intellectuelle qui correspondent. Hein. En amont, je le disais, recherche de solutions existantes, liberté d'exploitation, consulter des bases de données de propriété industrielle, de brevets en particulier. Puis ensuite, la mise en place de la sécurisation de la confidentialité, la mise en place de contrats, des preuves de date, des dépôts de titres peut-être, et ainsi de suite, la surveillance, voire des actions par rapport à des actions de la concurrence ou du marché auquel il faut pouvoir répondre. Donc voilà un petit peu le contexte. Je ne vais pas détailler l'ensemble de ce schéma-là, mais concrètement, du coup, comment ça se passe ou comment ça s'est passé, ça se passe encore pour IlShape, toutes ces collaborations, parce qu'évidemment, vous ne travaillez pas toute seule, hein, vous l'avez dit au départ, c'est une invention qui vient de laboratoire. Tout à fait. Alors, en effet, dans tous les cas, dans l'innovation, on est toujours en contact avec plein de parties prenantes, le monde académique, d'autres sociétés privées, des prestataires. Donc, il y a des sujets, des discussions dans tous les horizons. Et donc, ce qui est vraiment important, clairement, et ça c'est vraiment le réflexe à avoir, c'est dès qu'on parle, qu'on va un peu plus loin, c'est accord de confidentialité. Ça c'est vraiment la base, hein, c'est qu'on peut échanger, et je pense qu'on a un grand besoin d'échanger, il ne faut pas hésiter, mais il faut le faire de façon formalisée et de façon en se protégeant. D'accord ? Donc l'accord de confidentialité, c'est clé avant toute discussion où on va un peu plus loin que juste présentation. Voilà, et notamment si tu dois donner des informations sur la technologie, hein, certaines sont dans les brevets, mais pas toutes. Donc voilà, ça c'est vraiment l'objectif premier. Ce qui est toujours très important, c'est dès lors qu'on va parler avec des partenaires, c'est de bien définir évidemment quel est l'objectif de cette discussion, l'objectif de ce partenariat. C'est de se poser les bonnes questions de ce que chacun apporte. Ce que chacun apporte dans la contribution, dans la collaboration, quel est l'intérêt commun et quelle est la collaboration ou l'apport de chacun. Ce qui est important également, c'est de pouvoir, donc là c'était avant, mais c'est de pouvoir également d'aller jusqu'au bout, de bien négocier dans un accord, justement, un accord de consortium par exemple, toute la vie du projet. Et donc ça c'est vraiment important parce que quand on discute au tout début, on a plein d'envies, mais en fait c'est en faisant, en rédigeant le contrat et en se posant toutes les bonnes questions, n'est-ce pas Mathilde, je te regarde parce que c'est vraiment ça qu'on va pouvoir vous évoquer, c'est là où en fait toutes les petites problématiques, le diable se cache dans les détails, c'est là où on va voir en fait toute la vie du projet. Donc ça c'est hyper important de le faire de façon de prendre le temps en fait de faire cette étape-là. Elle est vraiment clé. Donc effectivement, Sophie a parlé de l'avant et puis j'allais dire pendant la négociation jusqu'à la signature. Donc ça, on va en parler un petit peu plus dans le détail après. Mais il ne faut pas oublier qu'une fois que le contrat est signé, les engagements sont pris et il y a d'autres problématiques juridiques et de propriété intellectuelle qui peuvent se poser, qui sont évidemment liées au contenu de l'accord. Par exemple, quand vous avez une collaboration où les partenaires s'échangent des matériels, ou sans qu'il y ait un échange, mais il y en a un qui fournit un certain type de matériel ou un équipement à un autre, il faut encadrer ce transfert de matériel. Donc souvent, c'est prévu, on l'anticipe et on le prévoit dans l'accord de consortium ou l'accord de collaboration
collaboration, mais encore faut-il déjà suivre ce qui est prévu dans le contrat, souvent il y a une annexe, ce genre de choses, mais en tout cas il faut effectivement le dire à votre avocat qu'il va y avoir du partage de matériel, d'équipement. Mais parfois ce n'est pas forcément prévu non plus parce qu'on n'avait pas anticipé qu'il allait falloir fournir aux partenaires du matériel. Donc si ce n'est pas prévu dans le contrat parce qu'à ce moment-là ce n'était pas envisagé, il faut absolument prévenir votre avocat pour remodifier le contrat et faire en sorte que cet échange de matériel soit couvert. Sinon, il faut faire un contrat, j'allais dire séparé, mais qui fait quand même référence à votre accord de consortium, puisque c'est intrinsèquement lié à ce consortium, un accord de transfert de matériel. Ensuite, il y a tout ce qui est la vie du projet. Évidemment, normalement, la vie du projet, elle doit s'inscrire dans ce contrat, c'est-à-dire elle doit respecter les termes du contrat, et notamment le programme de recherche, qui est habituellement, on l'annexe au contrat, puisque c'est évidemment ce sur quoi repose ce contrat. Le contrat, il n'a de valeur que parce qu'il repose sur un projet, et ce projet, il doit être défini pour qu'on sache ce à quoi chacune des parties s'engage. Et une fois que ce projet est terminé, si on arrive à certains résultats, évidemment, il convient de discuter avec les partenaires sur qui veut exploiter et comment exploiter, dans quel domaine, moyennant quelle rétribution de l'autre partenaire, etc. On peut avoir certaines règles qui sont déterminées dans l'accord de consortium. C'est bien d'en discuter dès le stade de la négociation de l'accord du consortium parce que, par exemple, quand j'ai négocié des contrats pour Sophie, c'était important que je comprenne ce que Sophie et IlShape voulaient faire des résultats parce que si on a cet accord de consortium, c'est quand même qu'on veut derrière faire une exploitation. En tout cas, pour IlShape, c'est le cas. Et donc, c'est important de savoir dans quel domaine la start-up a besoin d'exploiter pour en faire quoi, quel est l'enjeu stratégique de ces résultats. Et souvent, ça fait l'objet ensuite de contrats d'exploitation, donc des accords d'exploitation, des règlements de copropriété qui permettent de valoriser les résultats et les titres de propriété intellectuelle. C'est tout le temps l'API, tout le temps. Alors, comment ça marche concrètement tout ça ? On a voulu vous illustrer avec Mathilde, en fait, un sujet. Voilà, on a un nouvel accord de consortium. Bon, alors, moi, je vais présenter mon projet, mon idée, ce que j'ai envie de faire, l'objectif que j'ai pu discuter avec mes partenaires, et je vais le présenter à Mathilde. Voilà, ça c'est ça l'objectif qu'on s'est fixé pour l'instant. Avec quelques questions que je me pose sur comment le formaliser, sur voilà encore des choses que j'ai pas encore complètement affinées. Et donc tout ça, je vais l'évoquer à Mathilde. Donc moi, évidemment, je prends connaissance du projet, j'en discute avec Sophie. Je ne suis pas scientifique de nature, néanmoins, j'accompagne quand même des projets en santé maintenant depuis pas mal d'années, donc j'ai déjà quand même une petite compréhension de ce qu'elle souhaite faire. Mais évidemment, je n'ai pas une compréhension très très fine, et notamment qui fait quoi dans cette collaboration. Souvent, c'est des questions très simples, hein. Qui, quoi, comment, pour combien, quand, voilà. Donc déjà poser ces questions simples pour bien m'assurer que j'ai quand même une compréhension suffisamment complète afin de pouvoir rédiger ou revoir un contrat, parce que ce n'est pas forcément l'avocat de la start-up qui rédige, mais revoir un contrat de manière adéquate et notamment évidemment les clauses de propriété intellectuelle, parce que ce sont les clauses les plus importantes. Elles sont toutes importantes, mais effectivement elles sont clés dans ce type de contrat. Donc généralement je reviens vers Sophie avec des réponses à ces questions, mais des nouvelles questions. Alors moi j'adore, parce que déjà les questions simples, c'est les plus importantes, c'est les plus puissantes. Donc déjà ça me fait réfléchir sur ce que je veux mettre en place, premièrement. Et puis c'est magique d'avoir d'écrire un projet et puis de le voir en fait avec des mots, avec le bon wording, on va dire. Puis, chapeau, parce que voilà, elle retranscrit toute une idée, un concept, un projet avec un programme de travail évidemment, mais plein de choses autour, par écrit. Et donc là, je regarde les différentes propositions qu'elle peut me faire, parce qu'en effet, il y a des choses qui sont encore à clarifier. Et donc, dans le wording, je regarde et en fait, ça pose d'autres questions, de me dire, tiens, en fait, ça peut me permettre d'avoir 2 cas de figure, lequel je choisis, quelles sont les implications de chacun. Et donc, en fait, sa rédaction et ses propositions me permettent, moi, d'élaborer encore plus et de pouvoir échanger à nouveau avec elle. Mon travail, c'est vraiment de vulgariser le texte juridique pour que Sophie et IlShape le comprennent de manière adéquate et comprennent quels sont les impacts stratégiques, opérationnels pour la société derrière. Parce qu'en fait, juridiquement, il y a plusieurs solutions valables, plusieurs rédactions valables. Il n'y en a pas forcément une qui est mieux que l'autre de manière absolue, mais il y en a une qui est mieux que l'autre pour IlShape. Donc c'est vraiment, et ça, cette décision-là, moi je peux pas la prendre pour elle, hein, ça ne fait pas partie de mes compétences, et je dirais, c'est pas moi qui dirige l'entreprise. Donc par contre, mon rôle, c'est de l'accompagner pour qu'elle les comprenne bien
qu'elle identifie quels sont les impacts et qu'elle puisse prendre la meilleure solution la meilleure décision pour IlShape. Voilà. Donc moi j'adore d'avoir ce choix en fait avec les implications, bien comprendre. Et donc au final, je vais me dire tiens, on va chercher ce wording-là, voilà ce qu'on va proposer pour avoir une première version finalisée. Alors je dis bien première version parce qu'après c'est là où tout commence et ensuite. Voilà, et effectivement, on va retrouver un peu ce cheminement de ce dialogue entre l'avocat et la start-up pendant toutes les négociations. Alors évidemment, plus ou moins longues, hein, on sait que des fois, on sait quand ça commence, on ne sait pas forcément quand ça termine. Mais effectivement, entre chacune des versions de contrat, il y a des nouvelles propositions de wording de la part des ou du partenaire. Et ça va être à moi d'expliquer à Sophie pourquoi ils ont proposé ça. Alors souvent, je l'anticipe aussi, parce que des fois, on sait par avance quels vont être les retours. Mais voilà, en tout cas, de permettre d'expliquer à Sophie pourquoi il y a ces retours. Et puis surtout, pareil, quelle solution, quelle décision prendre sur le wording suivant à proposer, en sachant qu'il faut essayer de rester pragmatique parce que le but du jeu, c'est quand même de parvenir à un accord. Exactement. Et donc au final, c'est quand même important qu'on arrive à avoir un projet, donc un contrat finalisé, d'accord, qui permette de pouvoir à la fois répondre aux objectifs du projet commun et qui répondent aussi aux enjeux de chacun, parce que c'est vrai qu'on a chacun des prérogatives différentes. Alors ça, c'est vraiment vrai. On s'en rend compte et dans les différents partenariats, différentes discussions que j'ai pu avoir, au début, il y a toujours une idée et une envie commune. Et en fait, quand on creuse, évidemment, qu'on a chacun des contraintes différentes, des besoins, on va revenir, mais publication versus secret, enfin, voilà, il y a plein de questions différentes qui se posent. Et ça, c'est dès lors qu'on adresse le contrat qu'on peut vraiment mettre le doigt sur tous les petits points qui vont gripper dans le processus et qu'il va falloir qu'on adresse. Et c'est surtout très important qu'on les adresse. Et voilà, alors là, on a mis quelques sujets majeurs qu'on retrouve à chaque négociation de contrat de collaboration qui sont clés et sur lesquels, effectivement, il peut y avoir des visions un petit peu différentes selon les partenaires. Malgré le fait qu'évidemment, comme le disait Sophie, on a quand même un projet de recherche commun et qu'au départ, on est quand même tous dans le même bateau. On veut que ce projet aboutisse. Sur le plan du contrat, on va retrouver toujours des discussions autour de la définition de connaissances propres et soyez très vigilants sur ce que vous mettez dans cette définition-là. Alors, il y a la définition, mais il y a évidemment, souvent, ça renvoie aussi à une annexe qui décrit les connaissances propres. C'est ce que Sophie appelait les apports, les contributions de chacune des parties. Il ne faut pas que cette liste, elle soit trop large. J'ai déjà vu des partenaires qui mettaient toute leur capacité au sein de leur laboratoire, c'est-à-dire toutes leurs compétences. Ben non, ce qu'on veut dans cette liste, dans ce descriptif, c'est uniquement ce qui est apporté au projet. Ce n'est pas toute compétence de manière générale. Pareil, la question des améliorations des connaissances propres. Est-ce que c'est une amélioration et donc elle doit appartenir au partenaire initialement, qui est propriétaire initial de cette connaissance, ou est-ce que ça constitue réellement un résultat de la collaboration? Parce que parfois c'est le cas, on est sur un résultat finalement et du coup potentiellement une copropriété. Justement, on en vient aux résultats. Comment on les définit? Est-ce qu'on est sur que des résultats propres parce qu'on arrive à bien différencier que, je ne sais pas, il y a une méthode versus une molécule, par exemple, et le partenaire, lui, ce qui l'intéresse, c'est la méthode, peu importe la molécule. Nous, ce qui nous intéresse, c'est la molécule, donc voilà. Ou est-ce que, non, c'est pas possible de faire cette séparation-là entre les différentes natures de résultats, et on est finalement sur des résultats qui sont plus des résultats conjoints, communs, parce qu'il y a un vrai travail collaboratif, que finalement chacun apporte des contributions équivalentes, pas forcément évidemment identiques, mais en tout cas équivalentes en valeur, et que les résultats sont forcément des résultats conjoints. Ça induit forcément plein de conséquences, et notamment au niveau de l'exploitation, parce que derrière, selon qu'on ait que des résultats propres ou qu'il y ait des résultats communs, les possibilités d'exploitation ne vont pas du tout être les mêmes quand on est sur de la copropriété. Mais si on se met dans la tête d'une start-up, on veut forcément avoir des modalités, une liberté d'exploitation, au moins dans un certain domaine. Pareil, quel domaine il faut le définir pour pouvoir se développer correctement. On a parlé un peu des problématiques qu'on a évoquées, confidentialité versus publication. La clause confidentialité, elle ne soulève pas forcément de questions. Alors elle peut soulever une question sur la durée de confidentialité, mais généralement, on arrive quand même à se mettre d'accord. Mais par contre, c'est quels sont les souhaits de publication de chacune des parties. Quand on est une start-up, au démarrage, on ne veut pas trop publier. Ou en tout cas, quand on publie, on ne veut pas en dire trop. Parce que, en fonction de ce qu'on a déposé ou non comme brevet, il faut justement garder du secret encore pendant un certain temps. Et puis même si on a un brevet,
le résultat, il n'est peut-être pas assez mature pour la start-up pour le développer, ou en tout cas stratégiquement, elle pense que ce n'est pas le bon moment. Alors que par exemple, si on est avec un partenaire public, le partenaire public, lui, son intérêt, c'est de publier le plus tôt possible, tant que ça a encore de la valeur sur le plan technologique et scientifique. Et c'est là où il faut trouver des compromis pour permettre de repousser la publication tant que le brevet n'est pas déposé, etc. On trouve des solutions. Mais en tout cas, c'est important que la clause publication reste bien en cohérence avec la clause de confidentialité. Parce que c'est dommage d'avoir une bonne clause de confidentialité puis de vous retrouver avec une clause publication où il y a une liberté, par exemple, de publication des résultats. Et donc l'objectif, évidemment, c'est d'avoir un accord sur tous ces différents points. Donc, je vous disais, c'est vraiment, on va aller focaliser sur ce qui peut gripper le procédé, le process. Et donc, on va parler de tout ça, on va aller en détail. Et l'objectif, c'est de pouvoir trouver un accord scientifique et également en lien avec la stratégie de l'entreprise et des partenaires. Alors, comment faire? On l'a vu, il n'y a pas de réponse unique. Mais des outils disponibles. On a beaucoup parlé là, de l'outil contractuel. À vous entendre, l'image qui me venait, c'était celle vous êtes des chefs d'orchestre un petit peu finalement qui pilotaient toutes ces relations, tous ces différents pupitres, si on pouvait prendre l'analogie musicale. Et voilà, des outils disponibles. Le contrat en fait partie, c'est finalement la mise en musique de tous ces projets et ces technologies. Il y a des outils, évidemment, brevets. Si vous avez des questions là-dessus, nous sommes sur le stand D04, on peut en parler parce que là, le temps manquera, sinon dans la conférence de tout traiter. Juste une parenthèse, vous savez que la loi Pacte est venue depuis 2 ans compléter encore la palette des outils en matière de protection de l'innovation technologique, avec une demande provisoire de brevet introduite, avec la transformation possible du certificat d'utilité en brevet et inversement. Bref, je ne rentre pas dans les détails, on peut en parler plus tard si vous le souhaitez. Venons-en maintenant peut-être aux réflexes et bonnes pratiques, c'est-à-dire aux pratico-pratiques, considération pratique s'il en est. Pourquoi dépenser de l'argent pour sa propriété intellectuelle, pour constituer un portefeuille de titres de propriété intellectuelle, pour avoir des partenariats bien encadrés? Je pense que là, vous avez quand même une démonstration, alors j'en suis personnellement convaincue depuis toujours, mais par Sophie Braque de la Perrière et Mathilde Salavin, que c'est un réel apport intellectuel de maturation du projet et de sécurisation du projet que de vous faire accompagner par des experts, vous faire accompagner par l'INPI et par les conseils tels que l'avocat. On pourra y revenir, ILCHEP est accompagné dans son projet par l'INPI aussi. Mais en fait, la réponse, c'est comment on fait en pratique. Ça dépend de vos objectifs. Donc des objectifs qui peuvent être de dissuasion, de communication. Est-ce que c'est pour occuper le terrain? Est-ce que c'est pour vous assurer la possibilité de pouvoir faire ce que vous voulez faire, vous acquérir une liberté d'exploitation, retarder des concurrents. Voilà, différentes utilisations sont possibles et ne sont pas, comme disait Mathilde tout à l'heure, meilleures l'une que l'autre, mais par rapport à votre situation, vous avez accès à ces outils de manière complémentaire et judicieusement utilisés, ils peuvent vous avancer. Donc, en pratique, peut-être on peut encore avancer. Comment est-ce que vous avez justement fait pour encadrer ces collaborations? Alors, là, on va peut-être faire justement, en parlant de points très pratiques, un point sur la confidentialité. Sophie évoquait un peu plus tôt que effectivement, quand on commence à discuter et que les discussions deviennent un peu sérieuses et qu'il va être nécessaire de parler un petit peu plus de sa technologie, de ce qu'on souhaite encore développer sur sa technologie, effectivement, l'accord de confidentialité, il est clé. Alors, c'est pas parce qu'on a un accord de confidentialité qu'il faut absolument tout dire, par contre, c'est-à-dire que nous, on dit toujours que la meilleure façon de protéger d'une information, c'est de la garder secrète. Néanmoins, il y a des moments où on est bien obligé d'aller plus avant dans les échanges, et effectivement, le CDA est indispensable. Cependant, il faut voir quel CDA on a, c'est-à-dire que le CDA, il a quand même aussi un scope, un périmètre, donc il faut bien vérifier qu'on est bien dans le périmètre du CDA qu'on a signé. Et puis, est-ce qu'il contient des mesures contraignantes qu'il faut absolument respecter, et notamment la mention confidentielle. Selon le CDA qu'on a signé, il y a des CDA, des accords de secret qui vont dire qu'il faut absolument que la mention confidentielle soit présente sur tous les documents qu'on échange pour que l'information en question soit traitée, considérée comme confidentielle au titre de cet accord de secret. Inversement, on a des accords de secret qui
ont une formulation large et qui vont dire que tout échange d'informations entre les parties doit être de base considéré comme un échange d'informations confidentielles. Évidemment, ensuite, on a des exceptions, des cas de figure dans lesquels cette confidentialité ne va pas s'appliquer, notamment si l'information fait l'objet d'une publication, mais sans la faute d'un des partenaires. Mais en tout cas, voilà, c'est important de savoir si vous avez cette obligation de mentionner que l'information est confidentielle. A contrario, si vous ne le faites pas, ça veut dire que l'information que vous communiquez ne sera pas ou ne devra pas être considérée comme confidentielle par le partenaire. Donc ça, c'est un point important. Effectivement, souvent, il y a des problématiques de politique d'accès restreint. Alors effectivement, quand on est une start-up, on n'a pas toujours forcément tout de suite mis en place tout plein de choses sur le plan de la sécurité informatique, mais enfin, la question va vite se poser quand même. Il faut effectivement sensibiliser dès qu'on commence à en avoir ces salariés et ces stagiaires. On a souligné le mot stagiaire parce que le stagiaire n'est pas un salarié. Donc c'est très important de bien vérifier quelle est la convention de stage du stagiaire, éventuellement de la faire revoir également parce que vérifier qu'elle contient une clause de propriété intellectuelle où il peut y avoir un mécanisme de cession des droits de propriété intellectuelle de ce qu'invente le stagiaire dans le cadre de son stage à la start-up pour laquelle il travaille, et vérifier quelles sont les clauses de confidentialité, parce que parfois elles sont très très pauvres, les clauses de confidentialité des conventions de stage des écoles ou des universités, elles sont assez succinctes, on va dire. Donc c'est vraiment important de le vérifier. Ensuite, il faut effectivement assurer une bonne traçabilité des informations confidentielles que vous échangez. Et via, par exemple, quand on est dans le cadre d'un consortium, ces consortiums prévoient très fréquemment des comités de pilotage, c'est ce qu'on appelle la gouvernance du consortium. Les réunions de ces comités de pilotage sont vraiment essentielles et c'est vraiment très important d'avoir des minutes de ces réunions-là. D'autant plus que ces réunions, parfois, vont même jusqu'à modifier la liste des connaissances propres du consortium. Donc c'est vraiment important qu'on ait cette update, cette mise à jour de ces connaissances propres via le compte-rendu des comités de pilotage. Effectivement, déposer vos informations stratégiques, vos données stratégiques auprès de tiers. Donc là, c'est un peu aussi ce qui était évoqué juste avant via, par exemple, l'enveloppe solo, mais ça peut être aussi via le notaire, un huissier, les cahiers de laboratoire. Ça donne des dates d'antériorité. Et par rapport aux autres informations qui peuvent être échangées de manière parfois très informelle, c'est pareil, il faut être extrêmement vigilant parce qu'on parlait de la mention confidentielle. Bon, évidemment, les informations qui sont échangées oralement, il n'y a pas de problématique de mention confidentielle. En revanche, votre CDA peut très bien prévoir que toute information échangée oralement doit être confirmée par écrit pour être considérée comme confidentielle. Si votre CDA mentionne ce point-là, ça veut dire qu'à contrario, si vous ne confirmez pas par écrit les petites informations que vous avez données de manière informelle, encore une fois, en dehors de toute réunion de comité de pilotage, finalement, ces informations-là ne seront pas protégées par le CDA que vous avez et votre partenaire, il pourra potentiellement les divulguer. Alors, du coup, pour pouvoir conclure sur ces astuces, moi, je voulais quand même vraiment vous dire à quel point c'était important dès le départ de toujours corréler la vie de l'entreprise, les projets, les discussions qu'on peut avoir avec cet aspect de formalisation juridique qui n'est pas là pour nous embêter, etc., mais qui est vraiment là pour nous protéger, pour nous aider à avancer, pour aller un peu plus loin. Et donc ça, c'est vraiment important. Et ça passe par toujours avoir à l'esprit que... au fur et à mesure, il faut se poser les bonnes questions et donc d'avoir le bon interlocuteur pour pouvoir se poser ces questions, c'est vraiment clé pour moi. Par exemple, notre programme de travail, comme Mathilde a pu l'évoquer auparavant, c'est notre programme scientifique, qui est le cœur en fait de cet accord qu'on veut faire avec nos partenaires. Et ce programme de travail qui est scientifique, c'est dessus qu'en fait on va construire tout le contrat juridique. Et en fait, c'est pas que juste un document de travail, c'est le cœur, et il va être en annexe du document juridique. On pense que c'est pas juridique, mais ça l'est, ça le devient, de facto. Tout à fait, ça devient un document contractuel en fait au même titre que le cœur du contrat. Donc c'est pour ça qu'il est clé. Et donc ça, c'est important de se dire, on ne le fait pas juste comme ça entre nous. Non, et surtout avec des personnes qu'on peut peut-être bien connaître, c'est très important de bien le formaliser, de bien s'assurer que ça va répondre à des enjeux d'un tiers qui pourrait revoir le contrat et qui va se dire c'est correct, ça correspond ou pas, ou il y a qu'il n'y ait pas des déviances par la suite. Donc ça, c'est vraiment important. Par exemple, également la gouvernance. La gouvernance d'un contrat, on va se poser beaucoup de questions autour de cette gouvernance, sur qui décide quoi, combien de voix à droite à gauche, quels sont les organes de décision, comment ça se passe. Et donc ça, pareil, le contrat va nous obliger à aller plus loin
Et en fait, c'est clé parce qu'après, ça simplifie grandement la vie du projet. Donc, c'est un petit passage compliqué de devoir se mettre, dire comment on veut le formaliser, comment on veut le faire. Mais ensuite, une fois que tout est écrit, il n'y a plus qu'à dérouler. Donc, ça va simplifier la vie par la suite. La gouvernance, effectivement, je rebondis sur ce que tu dis, Sophie. Ce sont des clauses qui sont parfois un petit peu lourdes à lire dans les contrats. Pour autant, c'est vraiment la vie de votre projet. Comment les parties se mettent d'accord, à quel moment elles font des pauses pour justement voir où on en est du projet, voilà. Et surtout, quelles sont les modalités de prise de décision, quels sont les droits de vote, quel est le quorum. Il ne faudrait pas que vous restiez bloqué dans l'évolution du projet parce que voilà, il y a un quorum qui n'a pas été respecté ou on n'a pas pu se mettre d'accord sur une prise de décision. Voilà. Et ensuite, ce qui est important, et ça vraiment je vous le redis, que vous ayez des investisseurs ou pas, c'est très important de toujours avoir cette pensée-là parce que ça fait un tiers en fait et ça permet justement de prendre du recul. Et notamment, je vous disais, on est souvent à discuter et à force de discuter avec des partenaires, il y a une relation qui devient peut-être plus affective. Le fait de pouvoir se penser investisseur permet d'être objectif, de reprendre un petit pas de côté et d'avoir des choses qui sont vraiment formalisées, objectives et carrées. Voilà. Donc pour moi, c'est important d'avoir ça en tête, que vous ayez des investisseurs ou pas. Mais bon, toujours bien d'avoir ça. Et puis ensuite, donc pour moi, qu'est-ce qui correspond à ça? C'est de toujours justement avoir le réflexe de poser des questions au fur et à mesure, dès qu'il y a des petits tilts, à un partenaire de confiance, un avocat, quelqu'un qui nous accompagne sur la partie pays, propriété intellectuelle. C'est vraiment clé tout au long du projet parce qu'en effet, il y a plein de choses où on se dit c'est pas grave, je traiterai après. Et en fait, c'est beaucoup plus compliqué une fois que c'est déjà enclenché. Il vaut mieux le faire au fur et à mesure. Donc le dialogue est vraiment constructif pour pouvoir avoir le retour, les questions et l'échange sur les différents points. On élabore vraiment au fur et à mesure. Et effectivement, comme tu le dis, Sophie, c'est un dialogue. C'est-à-dire que l'avocat, tout seul, il ne peut pas rédiger un contrat s'il ne comprend pas bien le projet. Donc c'est vrai que moi, j'ai tendance à toujours poser pas mal de questions et à fouiller un petit peu, également dans le programme de travail, à essayer de comprendre qui fait quoi, où aussi, voilà. C'est important de comprendre, l'avocat il a besoin de comprendre quels sont les enjeux scientifiques et technologiques de chaque projet pour pouvoir les adresser correctement, à la bonne hauteur, et quel est l'enjeu stratégique. Alors souvent les deux sont liés, s'il y a un enjeu scientifique ou technologique, il y a souvent un enjeu stratégique pour la société, mais c'est vraiment important, en tout cas moi c'est comme ça que je conçois mon métier, de bien se caler par rapport à ce niveau de stratégie. Et donc, ça tombe bien parce que c'est comme ça qu'on le voit aussi. À l'INPI, nous sommes là donc, pour vous accompagner. Donc, ILShape est accompagné un peu pas à pas donc, par son avocate et puis par l'INPI de manière à ce qu'il y ait des recommandations qui soient distillées dans le temps, voilà, qui soient digestes, des petits points de rappel comme ça. Et puis, surtout, comme vous le disiez, de sorte à entretenir ce dialogue. Donc ça tombe bien, ILShape et Sophie Brague-Lapierrière ont bien compris ce dialogue. Il est enclenché avec son avocate, mais si ça n'est pas le cas, nous pouvons servir de pied à l'étrier. On a différents dispositifs. On fera un point et on verra ce qui est le plus adapté pour vous, si c'est de la formation, un cofinancement. Pour aller plus loin, les slides que j'ai présentés et pas détaillés sont en ressources disponibles sur le site de l'INPI à travers le guide du management de la propriété intellectuelle. Donc voilà, si vous voulez une bible pour vous conduire, vous avez des ressources disponibles et téléchargeables. Et puis, nous sommes encore disponibles pour quelques questions. Et sur le stand, je l'ai déjà dit, à l'étage inférieur des 04 pour des compléments d'information. Je remercie chaleureusement ILShape et Sophie Brague-Lapierrière pour son témoignage très très bien éclairé et challengé par son avocate, maître Mathilde Salavin. Merci à vous. Merci pour votre attention également. À bientôt peut-être dans la journée. Si vous avez quelques questions, je parle sous votre contrôle, on peut les prendre. Merci. Alors, lancez-vous, vous avez vu, on n'a pas de... On l'a dit, redit, il n'y a pas de réponse unique, il n'y a pas de solution unique. Tout est envisageable. Bonjour, Imen Smaili, Hospice Civil de Lyon, service de valorisation. De plus en plus, on voit des jeunes start-up qui arrivent et un peu à la course du brevet et de la propriété intellectuelle.
Pour autant, le projet n'est pas encore défini, n'est pas encore mûr. Et en plus, ils n'ont pas les moyens en face. C'est-à-dire les moyens de les mettre dans la maturation du projet, la recherche d'un marché, d'un partenaire, et ils le mettent dans le brevet. La question qui se pose et à laquelle, à mon niveau, j'arrive jamais à répondre, parce que je ne suis pas dans le projet, c'est à quel moment il faut aller chercher le brevet, à quel moment il faut poser le brevet. Voilà. Donc on sait qu'il y a des outils qui viennent en amont. On a les enveloppes solo, vous les avez bien détaillées, les enveloppes solo ou d'autres outils pour protéger, mais on n'arrive pas à faire sortir un peu ces gens d'entreprise de ça. Est-ce qu'on n'est pas dans la culture d'aller chercher le brevet? Parce que finalement, si on n'a pas le marché, le brevet, il ne vaut rien. Enfin, je ne sais pas ce que vous en pensez. Mais qu'est-ce que vous avez à dire sur ça? Puis ça coûte cher en plus. Il faut bien se poser des questions. Ouais. Alors c'est une question qui est assez délicate, mais effectivement elle se pose pour chacun des projets. Ça, je pense que c'est vraiment, enfin la start-up, il faut vraiment qu'elle l'évalue avec son conseil en propriété intellectuelle, parce qu'il faut aller vraiment au cœur de la technologie qui est concernée, enfin technologie ou voilà, molécule qui est concernée, pour évaluer la pertinence. Est-ce que c'est brevetable, et si c'est brevetable, est-ce qu'il faut le faire effectivement maintenant? Et ça va être vraiment projet par projet. C'est difficile, il n'y a pas de réponse unique en fait à cette question-là, parce que c'est tellement dépendant de la technologie, de la maturité de ce qui a été déjà développé, que voilà, c'est un peu délicat. Je vous rejoins que oui, il y a probablement une forme de course au brevet, enfin, forcément, parce que quand on parle d'innovation, on a toujours la crainte que quelqu'un le brevette avant, on ne sait pas très bien, forcément, on n'a pas fait une évaluation de tout ce qui peut se passer dans le monde sur cette technologie précisément, et justement, les startups n'ont pas forcément les moyens de faire cette évaluation. Donc c'est pour ça qu'elles ont tendance à vouloir peut-être déposer un peu vite, mais peut-être que c'est approprié. Et ça, c'est vraiment la start-up qui doit l'évaluer avec son conseil en propriété intellectuelle. Et c'est effectivement une question qui est délicate. Il vaut mieux se la poser un peu trop tôt qu'un peu trop tard. En tout cas, il y a une vraie question pour moi, c'est qu'il y a breveter, ça donne de la valeur à l'entreprise. Le secret, c'est une autre façon, parce que quand on brevette, on diffuse. Et c'est vrai que ça va être vraiment accompagné par une vraie réflexion sur le marché, sur qu'est-ce que ça va permettre de délivrer, parce que c'est un tel coût moi je sais qu'il y a des choses comme ça, il y a des choses sur lesquelles on s'est vraiment posé des questions, on n'a pas encore tranché, où je suis pas convaincue que finalement le brevet soit si utile que ça. Donc, en fait, excusez-moi, mais quand on fait une levée de fonds, on pense toujours que ce qui intéresse le business angel en fait, c'est le brevet. Au fait, non. Ils cherchent est-ce que vous avez créé de la valeur? Est-ce que vous avez vendu? Comment vous avez vendu? Quelle est votre roadmap, etc. Et que le brevet est là, et il est important, c'est vrai, mais il n'est pas déterminant à mon sens. Ça veut dire que c'est toujours récupérable. Donc c'est pour ça que ce timing d'aller chercher le brevet est... En fait, il faut protéger. Il faut s'assurer qu'on a protégé la techno. Ça peut être par d'autres choses, ça peut être en codant des informations. Il y a plein de façons de faire. La seule chose, c'est que pour un investisseur, il faut avoir protégé ce qui est vraiment clé, ce qui fait l'unicité de l'entreprise. C'est ça. Après, dans mon expérience, c'est pas un problème que je rencontre dans des projets de molécules, c'est un problème que je rencontre dans le dispositif médical et dans du logiciel, de l'IA. Parce qu'au fait, c'est la durée du projet est tellement court qu'on est là et c'est on plus a volatile. cette pression, etc. Et que l'informatique avance tellement vite, etc. Et qu'on a des informaticiens un peu partout qui peuvent développer, coder très rapidement et sortir ce projet. Donc c'est là où on a cette pression des inventeurs et des startups, ou même des médecins avec qui je travaille, qui sont là et dire il faut que je fasse du brevet, etc. etc. Oui, complètement. Et puis ce que disait Sophie est très juste, c'est-à-dire que quand on brevette, on publie, c'est une forme de publication. Donc il faut voir si c'est le bon moment finalement quand même de communiquer ces informations, même si bien sûr il y a la protection qui va avec par le brevet, mais malgré tout c'est une forme de communication. Donc il y a aussi ça à évaluer. Oui, tout à fait. Alors après, on ne va pas juger. Enfin, moi, encore une fois, je ne suis pas conseil en propriété intellectuelle, alors que le conseil, lui, il va savoir justement. Enfin, il a une formation d'ingénieur brevet généralement, et donc il va pouvoir déterminer si technologiquement, au niveau vraiment de la stratégie pure, au niveau technologique, c'est intéressant c'est brevetable déjà. Et puis, est-ce que c'est intéressant de le faire maintenant? Généralement, c'est cette évaluation-là qui peut faire. En revanche, nous, on accompagne de manière plus globale sur la stratégie. Et si on ne brevette pas, comment est-ce qu'on le garde secret? Voyez, c'est ça. Et comment est-ce qu'on exploite quand même? Parce qu'il faut évidemment aboutir à une forme d'exploitation. Et moi, je suis accompagnée pour l'API
et par quelqu'un qui connaît bien ces sujets-là. Et je suis accompagnée par des avocats par rapport à mes sujets contractuels et juridiques. J'ai vraiment les deux. Il y a vraiment deux choses. Au niveau de l'INPI, vous n'avez pas de conseils à ce niveau-là? Alors, on n'a pas le métier de conseil en propriété industrielle qui est cité là, qui est conseil en brevet notamment. Donc, il va pouvoir vous donner un avis, un conseil, et puis prendre en charge la mise en place de procédures, de rédaction de brevet, par exemple. Nous, ce qu'on vous aide à faire, c'est plutôt comme disait un peu Sophie tout à l'heure, vous interroger, challenger la réflexion, alors peut-être pas la vôtre, mais celle des startups, sur justement quelle est votre checklist, quelle serait votre checklist, vous stimulez pour la mettre en place, quels sont les outils disponibles, encore une fois, comme le disait Sophie, rappelez-vous, il n'y a pas que le brevet, et même dans la famille brevet, il y a tout un tas de petits frères et petites sœurs qui peuvent être intéressants à différents stades. Qu'est-ce que vous avez comme matière à mettre dedans? Que font les autres aussi? Est-ce que vous avez bien pris connaissance des stratégies des autres, qu'on peut lire en creux dans les bases? Et dans quel monde vous évoluez? Parce qu'il faut en tenir compte forcément. À un moment, vous allez venir en réunion, vous allez venir en partenariat, les gens, ils ont des cartes dans les poches. Quelles cartes ils vont jouer? Est-ce que vous avez de l'atout pour jouer à ce jeu de cartes-là? Et c'est un peu tout ça qu'on va... C'est cette réflexion qu'on va alimenter en rappelant toute la boîte à outils, les preuves de date, les contrats, le brevet, le petit brevet, etc. Mais voilà, avec l'action complémentaire à celle des conseils qui, eux, peuvent faire pour vous. Peut-être que si le temps est écoulé, on peut prendre des questions ou poursuivre dans la journée si vous passez sur le stand. Bonne journée. Merci pour votre participation. Bonne journée.